Focus aujourd'hui dans notre Tech Talk sur les Smart Cities ou Tech Cities. En 2050, les villes abriteront 6 milliards de personnes, soit près de 70% de la population mondiale. Une bonne raison de repenser nos usages, le confort, la sécurité ou l'efficience énergétique au cœur des enjeux de ces villes de demain. 3 experts de la Smart Cities nous accompagnent aujourd'hui pour ce débat. Manal Rajdi, architecte et fondateur d'Oxo, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Antoine Brichot, CEO et cofondateur de Win My Roof, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Cyril Robert nous accompagne également en visioconférence, directeur de recherche chez Savills France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce débat. Je le disais, 70% de la population mondiale qui habiteront dans les villes. La gestion du flux, c'est le point de départ des Smart Cities, Manal Rajdi. Les flux, c'est l'un des éléments les plus importants dans la gestion d'une ville en général, et la densification et surtout la surpopulation future va nous amener à une meilleure transformation de ces villes et surtout à une meilleure appropriation de ces flux. Parce que la superposition de cette population, les besoins vont complètement évoluer. Les villes ont toujours été intelligentes à chaque époque. Et le défi et les engagements futurs, c'est de mettre plus de monde dans des endroits qui sont beaucoup plus réduits en termes de surface, une densité plus importante et donc un meilleur flux des usages, des besoins, des utilisations et une meilleure fonctionnalité et une qualité de vie pour ces gens-là. Et c'est ça qui va rendre ces défis-là les plus importants et les plus intéressants, parce qu'aussi, il y a une notion de développement durable qui doit être aussi plus importante et plus globale dans la manière dont on va gérer ces villes qui sont... comment faire pour vivre mieux dans un environnement qui est plus respectueux, plus environnementalement agréable. Antoine Brichot, il faut tout repenser, ne serait-ce que déjà par rapport à la gestion de l'espace dans nos villes. Je ne sais pas s'il faut tout repenser, mais en tout cas, effectivement, pour moi, la Smart City, c'est pas forcément de rendre la ville intelligente, ça va être d'en faire une utilisation intelligente. Et donc, effectivement, sur le côté durable, qui est évoqué, je pense qu'il faut apporter des nouvelles solutions. On va avoir des besoins croissants, notamment en électricité, parce que c'est le domaine dans lequel, effectivement, chez Win My Roof, on travaille, Tout à fait. qui vont vraiment croître ces besoins, et donc qui vont requérir de nouvelles solutions pour produire au plus proche de la consommation, pour avoir le moins de pertes et avoir le plus de stabilité, finalement, sur cette utilisation-là. Cyril Robert, mobilité, on l'a entendu, énergie, logement, comment conjuguer tous ces domaines ensemble ? C'est tout l'enjeu justement des potentialités réservées par ce qu'on appelle la Smart City. Je dirais, dans la période qu'on vit en ce moment avec la crise sanitaire qui a fait perdre à la ville un peu son essence, c'est-à-dire un lieu d'agrégation, d'échange entre humains et d'intelligence collective. L'enjeu, c'est de retrouver cette base, ce fondement de ce qu'est la ville avec l'usage des nouvelles technologies, tout en garantissant effectivement un développement durable et, je dirais, des conditions sanitaires qui permettent l'épanouissement de la vie collective. Quand on parle, Antoine Brichot, vous parliez d'intelligence des usages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on repense ? On parle d'économie circulaire ? Ça peut être l'économie circulaire, ça peut être aussi les consommations. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur réduire les consommations dans les villes au niveau des ressources, donc de l'électricité, de l'énergie, aussi faire des bâtiments plus sobres. Je pense que là-dessus, c'est un gros sujet. Donc pour moi, il y a plusieurs thématiques qui doivent être travaillées. Il y a forcément le côté intelligence numérique qui aussi doit apporter justement cette connaissance sur l'ensemble des usages qu'on a aujourd'hui. Et qui apporte aussi aux solutions énergétiques également. Exactement, du coup, c'est-à-dire de comprendre ce qui est consommé, à quel moment, de quelle manière, et du coup de pouvoir apporter une réponse en fait qui va dans le bon sens. Et c'est ce qu'on a voulu faire nous avec Win My Roof, c'est d'apporter une solution qui répondent concrètement aux usages et pas simplement de transposer quelque chose qui existait sur un bâtiment. En fait, on a repensé vraiment le modèle pour qu'il soit adapté au bâtiment. Vous avez des exemples de ce que vous avez fait avec Win My Roof, pardon ?
Ouais, alors là, on a fait un premier cas d'usage À la Défense ? Paris La Défense. Ouais, exactement. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Donc là, en fait, l'idée, c'est de recharger des trottinettes électriques directement sur le parvis de La Défense avec 2 modules qui sont installés sur le toit de l'office de tourisme. Donc là, l'intérêt, c'est d'éviter d'avoir des allers-retours d'opérateurs en camion qui viennent chercher ces trottinettes, les emmènent, les rechargent, puis les redéposent. Là, on produit l'électricité localement, on la consomme localement et on permet, en fait, avec une solution simple qui a très peu d'impact, que ce soit visuel ou structurel sur le bâtiment, en fait, de proposer jusqu'à 900 recharges de trottinettes sur une année, ce qui est un début aujourd'hui. Et on travaille là sur des projets plus gros, notamment en mobilité électrique toujours, mais cette fois sur des véhicules, où là, on est en mesure de proposer jusqu'à 60 000, 70 000 km d'autonomie à des villes, notamment sur des communautés, des villes, pour lesquelles on va proposer une solution complète de recharge de leur parc automobile. Quand on travaille sur ce type de projet, on s'adapte au territoire. Ça, c'est important quand on parle de la ville du futur, de la Smart Cities. Toutes les villes ne se ressembleront pas. Il faut bien s'adapter à un territoire, Manal Rajdi. Alors, c'est tout l'intérêt d'une Smart City. Alors, ce terme, je l'utilise avec beaucoup de vigilance parce que toutes les villes ont toujours été smart à leur époque. Et donc, aujourd'hui, c'est comment faire avec des villes avec leur infrastructure et surtout le besoin du citoyen. Il ne faut jamais oublier qu'on fait tout ça. Nous, chez Auxo, on travaille toujours sur mettre en avant surtout le citoyen, faire en sorte que les usages et son futur soient meilleurs et améliorés. Donc, quand on pose la question de la Smart City, on pose toujours la question des besoins. Et donc, chaque ville a des besoins qui sont différents. Quand on est à Paris, quand on est à Aubervilliers ou à Arcueil, c'est pas du tout les mêmes besoins. Donc, une ville comme Paris, les besoins, ça va être surtout d'avoir moins de pollution, réduire les déplacements. Réduire la pollution de l'air. Et surtout réduire les déplacements. Donc, on restructure la ville différemment. Il y a toute cette notion aujourd'hui de transformation des quartiers pour que ça soit pas des quartiers dortoirs ou des quartiers de travail. Et donc, cette mixité des usages va faire que la ville de Paris de demain va être une ville qui va permettre une vie continue, permanente. Et en même temps, il faut s'adapter à une architecture déjà existante. Il se trouve que l'architecture haussmannienne, c'est l'une des plus intelligentes qui a été pensée. Donc, on a une chance incroyable à Paris parce que la densité est bonne, la distribution, les hauteurs sous plafond ont été pensées dès le départ pour qu'on puisse faire des transformations et faire évoluer ce modèle-là sans devoir détruire et reconstruire. Donc là-dessus, on a à Paris, il y a beaucoup de chance. Et réduire les flux dont on parlait au début, c'est aussi réduire les déplacements et concentrer dans des lieux tous les besoins et les usages. On voit sur les images Paris 2050. Voilà. C'est en fait cette volonté de se dire aussi que la ville de demain, ça va être surtout une ville qui va être à la fois inclusive, mais surtout qui va s'ouvrir à des usages qui sont assez simples. Les besoins en général dans une ville ne sont pas extrêmement complexes. On a besoin de se nourrir, de se déplacer, de travailler, de dormir, avoir une proximité de nature. La nature une ville plus verte. Plus verte parce que aujourd'hui, quand on regarde Paris, il manque des espaces verts, donc il faut rajouter de la végétalisation. Et puis, l'un des enjeux les plus importants, c'est comment décarboner la ville, réduire notre consommation de carbone. Ça, c'est l'un des enjeux les plus importants de toutes les villes et toutes les grandes métropoles, c'est comment répondre à ce défi, parce que le futur, c'est plus de monde, plus de consommation et plus d'usage, et donc plus d'émissions en CO2. Donc, comment on va faire pour être dans cette ville-là, tout en étant moins consommateur et en ayant une meilleure qualité de vie? Cyril, Robert, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Les usages sont déjà différents, quelque part, après cette année 2020, avec le télétravail, ces espaces de coworking. On ne vit plus la ville, on ne vit plus le travail de la même manière. Ça aussi, ça va changer dans la manière dont on va repenser cette ville du futur. Ah, tout à fait. Et je crois que ce qui se passe au niveau de l'organisation du travail, c'est une métaphore parfaite de ce qui se passe sur un temps plus long au niveau de la ville. Très clairement, quand on regarde ce qui s'est passé avec le confinement, le premier confinement en tout cas, c'est 17%, je crois, d'après les travaux qui ont été faits par l'INSEE, par exemple des opérateurs tels qu'Orange, 17% de la population d'Île-de-France qui a quitté l'Île-de-France. Et ça monte à plus de 21%, je crois, dans Paris intramuros. Pourquoi ces gens ont quitté
ont quitté la grande ville par définition en France, qui est Paris et la région parisienne, tout simplement parce qu'ils n'y trouvaient plus, ils n'en avaient plus que les inconvénients, on va dire. Des espaces petits, des espaces pour le coup confinés, sans avoir tous les avantages, je dirais, qui sont ceux qu'apporte le brassage que permet la grande ville. Et ça a été un peu la même chose au niveau du travail. Tout le monde s'est retrouvé chez soi et du coup, comment dire, la priorité, c'est devenu l'endroit d'où on effectuait cette fonction. C'est-à-dire qu'on a cherché, pour ceux qui en avaient les moyens bien sûr, à trouver un endroit plus agréable puisqu'on pouvait le faire de n'importe où. Antoine Brichot, qu'est-ce qui va changer sur notre manière de consommer l'habitat ? Alors, c'est une question assez compliquée. Je pense que sur la consommation électrique, parce que c'est là-dessus que je peux apporter une réponse, mais sur la consommation électrique, en soi, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu déjà des gros efforts qui ont été faits, que sur l'habitat, il y a eu déjà des réglementations. Sur des économies d'énergie, ouais, on est plutôt là-dessus. Est-ce qu'on est sur une création, une production d'énergie aussi dans ces villes du futur ? De l'éolien, du solaire, est-ce qu'on y est déjà là-dessus ? Alors, il y a eu un gros travail qui a été fait, notamment avec les panneaux solaires. Ça, c'est quelque chose qui a été très largement développé. Il y a eu des panneaux solaires qui ont été intégrés sur de l'habitat. Il y a eu beaucoup plus de gros projets qui ont été intégrés sur du tertiaire, sur de l'industrie, qui sont des secteurs sur lesquels la pose est plus simple, parce que c'est sûr que sur un bâtiment haussmannien, c'est assez compliqué en fait d'intégrer des technologies sur le toit, parce que rien qu'au niveau visuel, architectural, en fait, ça va jurer, pour être transparent. Donc du coup, c'est sûr que c'est plus simple sur des constructions nouvelles, avec des toitures plates, avec des terrasses qui peuvent être un peu masquées, sur lesquelles on peut intégrer de la technologie. Vous avez mis au point, avec WindMyRoof, un module de production d'électricité mixte. C'est ça, éolien, solaire. Expliquez-nous à quoi donc ça ressemble. Ce qu'on a regardé en premier lieu, c'est la manière dont se comporte le vent sur un bâtiment. Donc en prenant un bâtiment type, c'est-à-dire un bâtiment cubique, vraiment le bloc qu'on va imaginer, et de regarder où est-ce que l'air passe et où est-ce qu'il est exploitable pour une utilisation donc avec de la production éolienne. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, en se plaçant juste sur l'arête des bâtiments, au niveau des acrotères, c'est-à-dire les petits murets qui supportent en général les garde-corps. On voit sur les images. Voilà. Exactement. Donc en fait, on va pouvoir récupérer un vent qui va remonter légèrement sur la façade, va être accéléré au niveau de cette arête et être plus propre finalement qu'une utilisation avec des éoliennes verticales qu'on viendrait mettre en arrière sur la toiture. Donc l'avantage d'être à cet endroit-là, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus compact, de plus sûr pour le bâtiment, on va avoir moins de vibrations, moins de problèmes de structure, moins de risques d'arrachement, et on va produire tout autant d'énergie. Le deuxième usage qu'on en a fait, c'est de se dire, du coup, on va occuper 4 mètres carrés sur la toiture, parce que le module est une emprise de 2 mètres par 2 mètres. Et en fait, sur le toit de cette boîte, autant mettre des panneaux solaires pour maximiser, justement, et faire une utilisation intelligente de l'espace qu'on occupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, en occupant 4 mètres carrés de toiture sur un bâtiment, on va produire quasiment autant d'énergie que 10 mètres carrés de panneaux solaires à l'année. Donc, le deuxième avantage de coupler aussi et d'avoir un mix électrique énergétique au niveau du module, c'est qu'en fait, on va avoir une production qui va être beaucoup plus stable sur l'année. C'est-à-dire que l'éolien, en tout cas en France, c'est vraiment ce qui se démarque. C'est-à-dire que l'éolien va être plus performant l'automne et l'hiver, quand le solaire va pouvoir prendre le relais au printemps et à l'été. Ce qui fait qu'en fait, en termes d'anticipation aussi des usages, des consommations pour les personnes qui conçoivent les bâtiments, construisent et gèrent les réseaux, en fait, on apporte une stabilité puisqu'on est beaucoup plus capable de prédire finalement la production d'électricité qu'on va avoir sur le toit du bâtiment. Manal Rajdi, en tant qu'architecte, j'imagine qu'il faut prendre en compte ces questions de production d'énergie, d'électricité. Qu'est-ce que vous pensez d'une solution comme celle-ci, d'une mixité d'énergie ? Alors, en fait, quand on conçoit un bâtiment, on se pose toujours les mêmes questions et on arrive toujours à peu près aux mêmes réponses. C'est-à-dire que la mixité des énergies utilisées, ou le mix énergétique comme on l'appelle, c'est ce qui fait qu'il y a un développement dans toutes les météos, toutes les capacités du bâtiment et tout ce qu'il va rencontrer dans les années qui suivent. Et donc, les contraintes climatiques font qu'il faut de l'éolien, il faut de l'énergie solaire, il faut de la géothermie, parce que c'est aussi une énergie qui est propre et qui vient d'en bas, qui est très favorable. Et donc, on conçoit toujours des bâtiments avec un mix énergétique qui est assez large. Il y a aussi
aussi des réseaux de chaleur de certaines villes qui sont très performants. Et quand on a ça, on crée une stabilité et surtout une autonomie énergétique. Vous posiez la question de qu'est-ce que le logement de demain? C'est un logement qui est déjà produit sa propre électricité et qui permet de créer une autonomie énergétique. Et on n'a pas besoin de faire plus. Et donc ça aussi, c'est important. Les habitants, eux, ils aspirent à avoir de la qualité des espaces, d'avoir des espaces verts à proximité, avoir des grands espaces extérieurs. La pandémie nous a montré que on a envie de vivre dehors. Les gens sont partis à l'extérieur de Paris parce qu'ils n'avaient pas assez d'espace extérieur. Ils avaient aussi cette notion de où est-ce que je peux respirer, vivre dehors, être en contact avec la nature quand je suis dans un moment difficile et fermé. On est fait pour vivre dans la nature. C'est un peu des choses qu'on développe beaucoup à l'agence. Ce rapport à la nature, c'est aussi cette qualité de vie qu'on cherche. Et donc, quand on enlève l'infrastructure intéressante dans une ville comme Paris, qui sont les spectacles, les sorties, les restaurants. Il ne reste plus que la contrainte de la surface dans laquelle on vit. Et cette contrainte-là n'est pas tenable. C'est pour ça que les gens vont dehors. Donc, il y a les services. On est capable d'accepter de vivre dans City Surface s'il y a tous les services, s'il y a la qualité de vie. Quand il n'y a pas cette qualité de vie, mais ça, c'est temporaire. On ne conçoit pas des villes sur des moments, sur un instant T. On les conçoit sur 1000, 2000 ans, sur une grande linéarité du temps. Et donc, il faut répondre au moment actuel par des réponses qui soient spécifiques, mais il faut penser la ville sur du très très long terme. C'est ça, quand on voit les images qu'on voyait tout à l'heure là, de Paris 2050, c'est pas Paris 2050. C'est des projections, c'est des envies, ce n'est pas ça, c'est pas absolument pas ça. C'est on tend vers une ville qui va avoir de plus en plus d'espaces végétalisés, ça on en est convaincu, de plus en plus de bâtiments autonomes qui vont avoir leur propre énergie. Effectivement, l'haussmannien est très difficile à manier, mais il y a toujours des solutions à trouver. Je pense que l'intelligence des architectes, des startups, de tous ces entrepreneurs, c'est à la fois de respecter la qualité architecturale, mais en même temps de la rendre plus performante. Nous n'avons pas le choix. Il faut absolument rendre cette ville extrêmement performante, décarbonée pour 2050. La crise climatique qu'on est en train de vivre nous oblige à avoir des réponses qui soient concrètes. Et donc, la ville de demain, c'est une ville qui va être décarbonée de toutes les façons. Cyril Robert, on parle donc de repenser nos usages, repenser nos espaces, plus de verdure. Où est la tech ? Quelle place tiendra véritablement la tech dans nos smart cities et nos villes du futur ? Alors, la tech, je pense qu'elle est faite pour être oubliée. Ça n'est qu'un moyen. Ça n'est qu'un moyen pour justement assurer ce que disait Manal à l'instant, c'est-à-dire le fondement de notre vie d'urbain, pour la plupart d'entre nous, dans un contexte où il y a de plus en plus d'exigences en matière environnementale, mais aussi, alors c'est vrai que ça n'est que pour un temps, et on peut raisonnablement espérer voir le bout du tunnel avec des contraintes sanitaires, mais qui sont susceptibles, en tout cas il faut l'anticiper, de se reproduire à l'avenir sous une forme éventuellement différente. Et l'objectif de la technologie, c'est justement de rendre les villes dans leurs fondements, qui sont cette capacité d'échange, d'agrégation des individus, de plus en plus résiliente, donc de plus en plus souple à toutes les problématiques qui se profilent. C'est-à-dire gérer la densité, tout en ayant une bulle, on dira, individuelle, acceptable à chacun, gérer les flux sans polluer, parce que une ville, c'est avant tout un nœud de transport, je vais dire. Donc, on ne peut pas imaginer ne plus avoir de gens qui se déplacent. Donc, c'est la gestion de tous ces paradoxes qui est le but de la technologie. Des technologies. Manal Rajdi, vous êtes d'accord avec ça ? La tech, c'est pas une fin en soi. Hein. Non, en fait, c'est quelque chose que m'a appris mon frère qui, lui, est dans la tech il y a très longtemps, c'est que la technologie évolue tous les 3 à 6 mois.
On ne peut pas concevoir une ville à partir de la tech. Par contre, le fonctionnement d'une smart city, c'est d'avoir une infrastructure qui s'adapte et qui est, on va dire, résiliente, c'est le mot à la mode, qui va évoluer en permanence. Le pari de la calèche n'est pas le pari de la voiture, n'est pas le pari du vélo. Mais la ville s'est transformée avec ses différents usages, ses différents besoins et s'est adaptée. La technologie, c'est quelque chose qui améliore les usages de tous les jours, qui va permettre d'être plus efficace, optimiser nos besoins. Il y a 15 ans, se faire livrer par un smartphone, c'était pas pensable. Aujourd'hui, ça l'est. Alors, énormément de services peuvent être optimisés dans ce besoin de se dire, cette ville qui va accueillir plus de monde, on va optimiser les transports grâce à la technologie, grâce à la manière d'optimiser le transport, les déplacements des bus, la gestion des voies, la manière dont les vitesses sont accordées, la manière dont les métros arrivent sur les quais. Tout ça, c'est de la technologie qui nous l'apporte. Et puis aussi la gestion, par exemple, de la consommation. Les lumières dans les villes, c'est un sujet qui est très important. Qu'est-ce qu'on va consommer? Comment? À quel moment? Est-ce que les rues doivent être allumées tout le temps? Est-ce que c'est par rapport au nombre de personnes qui existent? Est-ce qu'on ne réduit pas l'intensité? Est-ce que les places doivent... Tout ça, c'est de la pensée globale sur quel est l'objectif. Il faut d'abord se fixer des objectifs. C'est ça aussi l'intérêt de la Smart City, c'est de se fixer un objectif. Est-ce qu'on veut être une ville avec zéro transport? Alors, ça fait hérisser les cheveux de beaucoup de gens, mais il y a aussi des villes qui y pensent. Toronto, à certains endroits, Barcelone travaille aussi sur la réduction de la place de la voiture dans la ville. Pour les habitants, on a le droit d'accès, mais pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas habitants, ne rentrent pas dans les zones qui sont réduites. Donc, la ville de demain, c'est aussi une vraie vision politique de ce qu'on veut. On pense avec les conditions du passé. Le passé nous donne vraiment la data, les éléments qui nous permettent de comprendre. Le présent, c'est l'actuel, c'est la technologie qu'on a. Et l'intuition, c'est le futur. Si on a une intuition sur le fait que Paris va devenir piéton, il faut le penser, il faut l'anticiper, il faut le projeter. Et je pense que c'est possible. Il y a une vraie volonté de le faire à certains quartiers. Et il suffit d'avoir le bon sens et les bonnes technologies qui vont le permettre pour que tout le monde soit livré, que tout le monde soit bien dans cet usage-là. Mais c'est aussi une question d'intuition, la ville de demain. C'est qu'est-ce qu'on veut. Et ce sont des décisions des collectivités aussi. Quand je dis intuition, à un moment donné, il y a toujours une décision politique. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'être venus débattre avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Tech, de nous avoir présenté un peu, fait de la pédagogie sur ces villes de demain et du futur. Merci Cyril Robert d'avoir été avec nous en visioconférence, directeur de recherche chez Savills France. Manal Rajdi, je le rappelle, vous êtes architecte et fondateur d'Oxo, et Antoine Brichot, CEO et cofondateur de Wind My Roof. Merci à tous les trois. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour notre rendez-vous 5G.